Rebonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Prendre plaisir à l'informatique. Ce matin, j'ai plusieurs choses que je veux parler, dont la suite de l'émission précédente concernant les extensions pour Firefox, pour ce qui est de la protection de votre vie privée. Et il s'est passé des choses un petit peu dans question, histoire informatique, Microsoft plus précisément. Et je sais qu'actuellement, il y a plusieurs personnes qui sont un peu aux prises avec un genre d'obligation de upgrader, plutôt de upgrader leur système d'exploitation, ceux qui utilisent Microsoft Windows 8 ou 8.1, en une version 10 qui est qui est imposée finalement. Mais je vais y revenir un petit peu plus loin et essayer de terminer concernant les extensions importantes pour votre sécurité. Et ces extensions-là installables facilement dans Firefox. La prochaine extension que je vous présente, c'est HTTPS Everywhere. Vous remarquez quand vous tapez dans la barre d'URL du navigateur, la plupart vous amènent sur un site qui est en HTTP. Et avec des sites qui sont, mettons, sensibles, exemple des sites commerciaux, des sites de transactions monétaires, c'est important que les certificats de ces sites-là soient effectifs, qui a été renouvelé, et des certificats de sécurité. Et c'est important aussi de vous assurer que vous n'arriverez pas sur une page qui, en apparence, est la page que vous pensez aller, mais qui, en réalité, est une contrefaçon. Une contrefaçon, dans le sens que c'est une imitation, donc en apparence, ça a l'air tout correct, sauf que c'est une page que souvent des pirates informatiques ont fait et sur laquelle vous êtes redirigé. Et quand vous arrivez pour faire une transaction quelconque, vous avez beau avoir un antivirus, vous avez beau avoir un anti-malware, un anti-spyware, je sais pas quoi. Je sais pas quoi, finalement, parce que ça ne changera absolument rien. Parce que c'est votre attention qui doit être mise à l'avant dans ces cas-là. Et vous avez, exemple, je sais pas moi, une page qui ressemble à une page de votre caisse Interac ou quelque chose comme ça. Mais dans la réalité, ces pages-là, c'est des pages HTTPS, donc qui sont sécurisées. C'est très important que vous arriviez sur la bonne page et non pas sur une contrefaçon. Et de toute façon, la plupart du temps, quand vous aboutissez sur une page contrefaite comme ça, c'est suite à un email que vous pouvez recevoir dans, exemple, surtout dans cette incroyable tâche qui est Hotmail, qui est devenu Outlook, où est-ce que la filtration à peu près de toute la piraterie qui se fait sur la planète est absolument inefficace. Et vous arrivez sur un avertissement quelconque qui vous dit « Ah, votre compte a peut-être été piraté et connectez-vous pour vous assurer que c'est pas le cas ou que c'est bien vous qui êtes à l'origine de ce geste qui, selon le email que vous recevez, semble être grave et là, il faut que vous agissiez. » Et là, les gens se font prendre, et pas à peu près. Et là, ils disent, bon, ben rentrez votre identifiant et mot de passe. Et finalement, vous venez de le donner, gratos. Et voilà. Et à partir de là, ben là, ils peuvent jouer avec vous et avec votre portefeuille assez facilement. Et je vois ça souvent. Ça, c'est la partie qui n'a pas rapport vraiment aux anti-malware, anti-spyware puis antivirus de ce monde. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'hameçonnage. Vous tirez une ligne, le pirate tire une ligne et le poisson mord à la ligne.
En mordant la ligne, vous risquez de vous faire ramener assez violemment. Ça peut faire mal, hein? Un hameçon dans votre compte de banque. Et sinon, ben, vos cartes de crédit aussi qui peuvent y passer. C'est ça. Ça fait que c'est important de savoir quand vous recevez un email bizarre comme ça. Écoutez, la chose à savoir, c'est que votre caisse ne vous communiquera jamais de telles choses, vous demandant de vous identifier puis de vérifier, et que par mesure de sécurité, ils veulent s'assurer que vous n'avez pas été piraté. Votre caisse ne communiquera jamais avec vous par email. Mettez-vous ça dans la tête, clair? Non. Donc, c'est de l'hameçonnage, des tentatives de phishing qu'on appelle. Et ça, avec votre serveur mail, que ce soit Outlook ou Gmail ou peu importe lequel, vous devez leur signaler l'adresse suspecte qui essaie de vous hameçonner afin qu'ils puissent nettoyer un peu, parce qu'il y a des millions et des milliards de IP qui tentent de vous leurrer. Hein? C'est ça, c'est un leurre. Et ces IP-là doivent être entrés dans la base de données de votre serveur mail, peu importe lequel il est. Fait automatiquement, si les systèmes sont efficaces et qu'il y a des gens qui sont réveillés un peu dans ces systèmes-là, ils vont barrer les IP menaçants. Et dans bien des cas, bien, les pirates comme tels ont une panoplie de IP qu'ils utilisent aussi. Et ils reviennent à la charge. Ils reviennent à la charge continuellement parce qu'eux autres, ils s'en vont en pêche. Hein. Il y a des pêcheurs qui sont super bien équipés. Il y en a d'autres ben, qui ont un bout de bois avec un petit bout de ligne, puis ils mettent, tu sais, avec les moyens du bord, là, un grain de maïs qu'ils ont ramassé sur le bord du chemin, puis quand il faut se nourrir, ben, on trouve un moyen. Et il y en a d'autres ben, qui ont des systèmes avec des bateaux, moteurs électriques et moteurs à gaz, et avec le sonore et GPS. Et écoutez, ils ont même l'huile à poisson sur eux autres. Ils sentent l'huile à poisson, là, tu sais, puis ils ont vraiment tout pour leurrer à peu près n'importe quel pauvre poisson qui se trouve sur leur passage. Et si ça ne marche pas, bien, ils vont dynamiter une section du lac, puis ils vont se ramasser avec le poisson pareil. C'est la même chose concernant la piraterie, puis l'hameçonnage, puis il y a toutes sortes de pêcheurs dans ce monde. Hein? Donc, l'extension HTTPS Everywhere, c'est un module qui est disponible sur Firefox. Donc, si je vais ici et je vois que Web of Trust me dit oui, c'est beau, c'est un beau site, c'est correct, on y va. En cliquant dessus, il m'explique qu'en réalité, que c'est de l'encryption. OK? L'encryption, ce que je pourrais vous expliquer simplement par rapport à l'encryption, c'est un peu comme, vous savez, du temps de la Deuxième Guerre mondiale, puis Hitler voulait capter les messages de ses ennemis. Et il y avait une machine que les Allemands avaient fait pour s'assurer que l'ennemi, justement, n'intercepte pas les communications. Aussi, il les interceptait. S'il les interceptait, que ça soit encrypté et que ça se modifie continuellement pour ne pas que les informations circulent en clair. Et cette machine-là s'appelait Enigma. Et avec la machine Enigma, la coalition, finalement, qui voulait venir à bout de l'Allemagne et de sa conquête du monde, a réussi à un moment donné à décrypter la machine Enigma. Et cette machine-là se retrouve dans un musée aujourd'hui, après la guerre. Et c'était assez efficace comme machine, mais ils ont trouvé moyen de le contourner. Donc, l'encryption, c'est ça. C'est comme une machine Enigma qui ne laisse pas circuler en clair des informations, sans entrer dans tous les détails de comment ça fonctionne, simplement pour vous dire que c'est important que si vous
pouvez aller sur une page qui est HTTPS. Et dans le cas d'ici, là, sur Firefox, là, vous l'avez ici en vert avec un cadenas, OK? Et c'est écrit HTTPS ici. Donc, c'est sûr que Firefox a des certificats qui sont effectifs, sont vérifiés par justement des compagnies émettrices aussi de certificats pour ce qui est de l'authenticité de la page sur laquelle vous aboutissez. Fait que vous voyez ici que c'est en vert et puis que c'est vérifié par, excusez, j'ai un petit peu de misère à lire, mais DG7 Incorporé, je crois. Et puis il y a plusieurs genres de maisons comme ça de vérification. Et c'est sûr que les permissions bien, sont automatiquement de base autorisées vis-à-vis cette page-là parce qu'elle démontre patte blanche et le HTTPS, le S étant, en parenthèse, pour sécuriser. OK? Fait que vous avez, en principe, parce que je dis en principe, pas de problème avec une page HTTPS. Il y a des techniques qui sont en train de un petit peu de se développer pour essayer de contrefaire même du HTTPS. Mais c'est sans fin, là. Donc, il ne faut pas s'arrêter à chaque détail, on va virer débile. C'est comme ça. Et Internet, je vous le répète, parce que je l'ai déjà dit dans une autre émission, c'est que vous avez le monde à portée de votre index, là. OK? C'est une fraction de seconde, vous êtes de l'autre bord de la planète. Fait que ça peut arriver que vous vous cogniez un petit peu en chemin. Mais le but de ces missions-là, c'est justement de vous empêcher de vous cogner, puis de limiter les dégâts, mais que vous puissiez savoir ce que vous faites, poser un geste en pleine connaissance de cause, et surtout cesser la cliquette intempestive. OK? Ah, moi, je vois ça, je clique. S'il n'y a pas de façon plus dangereuse et inconséquente d'agir comme ça avec un ordinateur. Puis le problème, c'est que plus ça va et plus c'est comme ça. Tout doit être instantané aujourd'hui, tout doit être rapide. Et puis la réflexion, bien, on passe au côté, on y reviendra. Hein? C'est hallucinant. Donc, ce module-là, on l'ajoute à Firefox. Il me le télécharge et je l'installe. Fait que ça va vous ajouter une protection supplémentaire pour vous... Il faut que je redémarre Firefox pour vous éviter justement des surprises d'arriver sur des pages contrefaites. Donc, vous allez arriver sur des pages qui sont légitimes et vous avez pas mal moins de chances de vous faire violer votre intimité ou votre compte en banque. Et là, ici, il demande s'il doit, en réalité, ajouter... bien, finalement, il vous demande votre aide d'une façon, puis on peut activer cette fonctionnalité-là de détecter les attaques contre votre navigateur en envoyant le certificat reçu à l'Observatoire. Souhaitez-vous? Oui. C'est ça. On dit que oui, on accepte parce qu'il faut que l'extension ait une grande base de données et se développe de plus en plus. Fait que là, cette extension-là, ça l'ajoute à votre protection. Là, je vais essayer aujourd'hui de couvrir un peu la question, justement, ce que j'avais expliqué un peu avant, sur les antivirus, les anti-malware, et puis qu'est-ce que ça a à wear? Il y a tellement d'incompréhension dans ce domaine-là qu'il y a beaucoup de travail à faire, d'information sur ce domaine-là. Mais c'est encore, je le répète, attitude, c'est votre façon d'agir et votre réflexion qui, bien souvent, vous offre des solutions, vous évite des problèmes. Comme on dit souvent, le problème en informatique est souvent entre la chaise et l'écran. Hein? C'est vraiment ça. Donc, on va y aller avec un antivirus parce que maintenant,
les ordinateurs arrivent avec des antivirus, soit quand ils sont en collaboration avec Microsoft, exemple un Norton antivirus ou Norton 360 ou je ne sais plus trop. Moi, ça fait quelques années, mettons, que je n'utilise plus Microsoft. C'est banni de ma vie parce que je ne fonctionne qu'en système Linux. Et là, j'émule un Windows pour vous faire voir comment ça fonctionne pour ceux qui sont encore en Windows. Mais je sais que dans les dernières machines que j'ai eues, parce que moi, étant technicien, ça m'arrive d'installer des systèmes Linux en cohabitation ou simplement en arrachant le système Microsoft dans l'ordinateur parce qu'ils naissent tout avec, et en installant un système Linux. Et je donne des petites formations, justement, aux nouveaux utilisateurs en Linux. Et les gens disent j'aurais dû connaître ça avant. Mais oui, c'est ça. Mais il y a des milliards qui sont dépensés pour même pas que tu saches que ça existe. Donc, les systèmes Microsoft étant imposés sur les PC, pour ceux qui comprennent pas encore et qui ont pas envie de se compliquer la vie parce qu'ils pensent que ça serait compliqué, mais en réalité, c'est très simple. On va se limiter comme cela pour les prochaines émissions sur les systèmes Microsoft, au moins comment, de base, les protéger. Et supposément que là, maintenant, je crois que c'est Microsoft Security Essentials, je pense qu'il s'appelle. C'est l'antivirus, en réalité, de Microsoft qui vient avec Microsoft de base, je crois, quand le Windows est installé et activé dans un nouveau PC. C'est la même chose, l'activation de Windows. Les marchands font les choux gras avec ça. Et j'ai vu 150 $ pour activer un Windows. C'est assez effrayant parce que vous pouvez le faire vous-même, là, mais si je vous dis, il y a des bons vendeurs en ce monde. Bref, là, on n'a pas d'antivirus sur ma machine virtuelle en Windows. Et il va falloir en installer un. Et c'est, comme je vous ai déjà dit dans une autre émission, l'idéal, c'est de l'avoir un antivirus, un exécutable d'antivirus sur une clé USB et ne même pas se brancher sur Internet, sauf quand on installe l'antivirus, et là, pour qu'il puisse mettre à jour sa base de données. Mais là, pour les besoins de l'émission, je vais simplement aller le chercher un antivirus. Là, j'ai un paquet de choix assez incroyable. Mais c'est du choix, mais dans le fond, les gens ne savent pas. Fait que le mieux, c'est vous taper sur Internet, exemple, le meilleur antivirus gratuit. Hein? Puis là, vous allez arriver sur un paquet de forums, de sites et compagnie qui vont vous vanter les mérites d'un antivirus par rapport à l'autre. Et bien souvent, vous allez toujours, dépendamment des forums et dépendamment des sites d'information en informatique, c'est sûr, ceux qui connaissent l'informatique, pour ce qui est de la sécurité, une base en sécurité, vont toujours vous dire qu'il n'y a pas de meilleur antivirus, un que l'autre. C'est celui qui s'en sert, en réalité, qui est plus ou moins efficace et qui contribue à aider à son antivirus à protéger sa machine. Mais il y en a qui sont plus réactifs, plus proactifs, mettons aussi. C'est qu'ils vont... Les bases de données se régénèrent et se remplissent à raison de plus de fréquence, plus souvent. Exemple, il y a un antivirus russe qui s'appelle DoctorWeb, qui est un antivirus payant. Mais ils sont très proactifs pour ce qui est des mises à jour de la base de données. Ils font des mises à jour et qui sont offertes à toutes les demi-heures et aux 30 minutes. Mais comme je vous ai déjà dit, il sort des milliers de nouvelles menaces sur Internet à peu près toutes les 15 secondes. C'est exponentiel. Et les antivirus, comme je vous ai déjà expliqué, ne peuvent pas suivre un rythme aussi effarant que ça, là, c'est sûr. Mais
il y a des virus, il y a des malwares, de toute façon, qui ont des comportements à risque, et certains antivirus qui ont des outils de plus, mettons, incorporés dedans, comme des antivirus payants, ce que vous ne retrouverez pas sur des antivirus gratuits. Bien, eux font de l'analyse comportementale aussi. Puis ça, c'est des logiciels assez évolués, mais encore là, souvent demandent la collaboration de l'utilisateur. Même chose pour ce qui est des systèmes de pare-feu. Windows naît avec un système de pare-feu qui est absolument pas efficace. Vous devez aussi, sinon utiliser un système de pare-feu intelligent. Un système de pare-feu intelligent, il y en a des payants, il y en a des pas si mal, il y en a des très bons, sauf que souvent, bien, c'est des systèmes qui sont à part de la machine. C'est des systèmes, en réalité, que vous filtrez tout via une boîte qui est un système de pare-feu physique, d'une façon. Et c'est via ce processus-là que vous pouvez, en réalité, vous pouvez être comme dans une bulle, une sandbox, une boîte à sable qui va vous permettre de, oui, si vous posez un geste dangereux, vous n'aurez pas les conséquences, la dangerosité de ce geste-là, parce qu'il va être dans un vase clos. Et vous pouvez revenir en arrière mais ça ne sert à rien de vous expliquer ça, parce que c'est vraiment pas pour le public comme tel, pour monsieur tout le monde qui branche son ordinateur, là, pas un système à côté de pare-feu physique. Mais il y a des pare-feux, exemple, il y a Komodo Pro, qui est gratuit, mais qui consomme un peu sur la machine. Donc, ça prend une machine qui est déjà à l'origine, qui est quand même assez rapide, et puis que vous êtes capable d'y embarquer un trailer en arrière, là, sans que le moteur ait envie de mourir. Et plus ça va, et plus les systèmes d'exploitation Microsoft sont énergivores. Fait que ça vous demande du moteur pas mal, et vous devez avoir des machines assez puissantes si vous ne voulez pas que ça avance comme une limace. Et ça devient très, très plate que de fonctionner avec une machine qui est très lente. Fait que là, pour la prochaine émission, on va procéder à l'installation d'antivirus et d'anti-malware. Et de là, je vais vous montrer justement la question de téléchargement d'un fichier quelconque, un exécutable, comme je vous avais expliqué, de l'envoyer sur le bureau et les raisons pourquoi on doit l'envoyer sur le bureau et comment procéder pour procéder à l'inspection de cet exécutable-là avant d'exécuter, justement, ou de se faire exécuter notre machine. Parce que quand on pousse la switch on sur un exécutable, on lui donne des permissions. Et les permissions peuvent s'étendre assez grandes. Bien, premièrement, la permission de pouvoir introduire et de loger un peu partout dans le système des composantes du logiciel. Et même des logiciels légitimes, bien souvent, si on décide qu'on les enlève, parce qu'on dit, finalement, c'était pas le genre de logiciel que j'aimais, que j'aimerais, puis, non, puis il se ferait mieux en version payante, ou ainsi de suite, bien, il laisse des traces un peu partout, et ça doit être nettoyé. Ça fait jamais un job, vraiment, de nettoyage correct. Vous savez qu'ils sont passés chez vous, même si c'est des bons logiciels, et qui n'ont pas de malware comme tel, que de toute façon, vous ne savez même pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas, parce que c'est des logiciels au code fermé. Hein? Fait que le code fermé, je vous l'ai expliqué, on va y revenir vraiment dans les autres émissions aussi, quand on va entamer plus la partie Linux. Fait que les codes fermés, vous n'avez aucun droit de regard dessus, fait qu'en réalité, ils peuvent jouer avec vous, puis ils peuvent faire la pluie et le beau temps dans votre machine. Fait que c'est vraiment large, complexe, c'est d'essayer de simplifier tout ça. C'est ce qu'on va faire durant les prochaines émissions. Et pour vraiment essayer de donner un coup de pouce aux gens qui se sentent vraiment inconfortables avec l'informatique. Ils disent, moi, je connais pas ça. C'est sûr que vous ne connaissez pas ça. Mais c'est sûr que vous pouvez connaître au moins un peu. Et c'est la raison d'émissions comme celle-ci, de vous faire connaître des choses, parce que
Ça part là, hein, la connaissance de quelque chose, peu importe dans tous les domaines que ce soit, si on ne connaît pas, on peut se river le nez, on peut se faire mal. Et puis, l'adage qui dit ce qu'on ne sait pas, ça nous fait pas mal, il n'y a rien de plus faux. Et il n'y a rien de plus faux en informatique que cet adage-là. Non, non, ce que vous ne savez pas peut vous faire beaucoup de mal. Puis à un moment donné, vous allez savoir que ça vous a fait du mal, mais ça risque d'être trop tard. Et puis, pas trop tard parce que votre ordinateur va vous sauter en pleine face, mais trop tard parce que ça va vous enlever le goût. Puis vous allez vous dire, tabarouette, je suis pas bon, moi, là-dedans. Là. Puis vous allez finir par être un contributeur à peu près à tous les techniciens qui existent sur la planète. Ben tiens, fallait à ma place, fallait à ma place, fallait à ma place. Puis moi, je vais payer, je vais payer, je vais payer. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Vous n'avez pas besoin d'être un informaticien pour travailler avec un ordinateur, mais suivez les petites étapes que je vous donne et repassez l'émission si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, revenez-y et on voit la prochaine émission, ce que je vous ai expliqué. Merci.